et bienvenue sur le journal du Cluster News. 4 mois après sa candidature, Emmanuel Macron dévoile enfin les grandes lignes de son programme. Travail, retraite, éducation, on vous en dit plus dans le début de journal. Aux États-Unis, Donald Trump n'en finit plus de s'attaquer aux mesures mises en place par son prédécesseur. Cette fois, c'est la question de la vente des armes à feu qui est au cœur du dernier coup d'éclat du président. Et puis une petite victoire pour la communauté LGBT. Pour la première fois dans l'histoire des studios Disney, un personnage explicitement gay sera à l'écran. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron a enfin dévoilé son programme ce matin. Barnabé Deuve a décortiqué ses mesures phares. Depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, le programme d'Emmanuel Macron était très attendu. La première mesure phare fait écho à l'affaire Pénélope Fillon. Le candidat du mouvement En Marche souhaite interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille, une disposition déjà appliquée au cadre de son parti. Autre interdit pour les élus de la République, être partie prenante au sein d'entreprises en les conseillant notamment, incompatible selon lui avec leur rôle d'élaboration des lois. Concernant le travail, l'ancien locataire de Bercy est pour un assouplissement des 35 heures dans certains domaines qu'il ne précise pas. Pour lui, le travail reste à ce jour le meilleur ascenseur social dont disposent les Français. Le débat philosophique qu'il y a derrière justement le sujet, c'est celui du travail. Moi, je pense, le travail, ça n'est pas un malheur. Le travail, c'est votre capacité à trouver votre place dans la société. C'est votre capacité à vous construire. C'est votre capacité à vous sortir de votre condition. L'autre grande réforme du programme d'Emmanuel Macron concerne les retraites. Le candidat à l'Élysée envisage d'instaurer un seul et unique système de cotisation à la place des 37 existants. Le but, assurer l'équilibre financier du pays. L'argent économisé pourrait ainsi être injecté dans l'éducation, domaine dans lequel Emmanuel Macron souhaite créer entre 4 000 et 5 000 postes d'enseignants supplémentaires. Le plus jeune candidat à la présidentielle propose également des classes à 12 élèves dans les régions d'éducation prioritaire. Une prime de l'ordre de 3 000 € par an serait aussi offerte aux professeurs qui feraient la demande pour aller travailler dans ces zones. Le patron d'En Marche espère ainsi gommer une partie des inégalités sociales. Et pour remplir tous ces objectifs, il aura besoin de tout le monde. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Un projet qui n'a plus que 52 jours pour convaincre. Le Parlement européen vient d'annoncer la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, une levée demandée par la justice française dans le cadre d'une enquête concernant la diffusion des photos d'exécution menées par l'État islamique. Elle risque 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Nouveau tournant pour la campagne de François Fillon. Suite à sa possible mise en examen et sa volonté de ne pas renoncer, de nombreux soutiens le lâchent. Audrey Pronesti. Le candidat républicain, toujours au cœur de la polémique avec l'affaire du Pénélope Gate. Aujourd'hui, déjà 32 députés LR et UDI confondus ont officiellement retiré leur soutien à François Fillon. Hier, après une conférence de presse sous tension, il se retrouve de plus en plus seul après avoir remis en cause l'impartialité de la justice. Il a annoncé qu'il était finalement convoqué le 15 mars prochain en vue d'une mise en examen, mais qu'il ne se retirerait pas de l'élection présidentielle. Il avait pourtant affirmé le contraire. Dans ces conditions, la fronde au sein du clan des Républicains s'organise, les défections pleuvent. Celui qui ouvre le bal, c'est Bruno Le Maire, en donnant sa démission hier. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Catherine Vautrin, a même été jusqu'à demander un autre candidat. Et ce matin, Georges Fenech, quant à lui, a encouragé le parrainage d'Alain Juppé. C'est un homme qui a travaillé un véritable projet d'alternance. Donc moi, j'appelle solennellement tous les grands électeurs, qu'ils soient maires, conseillers départementaux, régionaux, métropolitains, les députés, les sénateurs, à adresser sans délai leur parrainage en faveur d'Alain Juppé. Du côté des juppéistes, les deux directeurs adjoints de campagne Sébastien Lecornu et Vincent Leroux ont suivi le mouvement et le vice-président des Jeunes Républicains Paul Guyot a tweeté ce matin « La droite ne peut plus rester prisonnière de François Fillon. Alain Juppé est aujourd'hui le plus à même de nous rassembler. » Dans ces conditions, François Fillon est un avenir incertain. Du nouveau dans la disparition de la famille Troadec. La voiture du fils a été retrouvée ce matin près du port de Saint-Nazaire. Cette voiture était la seule de la famille à ne pas avoir été découverte. Hier, c'était la carte vitale et le pantalon de Charlotte, la fille de la famille
disparu d'Orvaux, qui a été retrouvé par une joggeuse dans une forêt près de Brest. Une découverte qui avait déplacé l'enquête de la banlieue de Nantes à celle de Brest, à 280 km de là. En réaction à l'affaire Théo et aux bavures policières, de nombreux établissements étaient encore bloqués ce matin. Nos reporters Justine Périlel et Paulin Hugui sont allés à la rencontre des élèves du lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement de Paris. Les lycéens sont en colère. Aujourd'hui, une trentaine de lycées de la région parisienne sont bloqués. Les élèves de l'établissement Claude Monet se sont réunis devant leur école pour protester contre les violences policières. Clara, l'une des organisatrices du blocus, est sur le pont depuis tôt ce matin. On devait être une quinzaine à arriver après 5h30, entre 5h30 et 6h. Et voilà, donc vraiment vers 8h, on devait être une bonne trentaine. On peut se faire entendre parce que c'est vrai que nous, on avait déjà eu l'idée d'ailleurs de faire une grande marche de lycéens, peut-être un samedi, ça pourrait faire bouger les choses, se mettre dans Paris et voilà, faire une grande marche avec tout le monde. D'autres lycéens présents ce matin ont quant à eux répondu à l'appel des syndicats étudiants et de partis politiques. C'est un appel de la MILI, donc le mouvement des luttes interdépendantes, qui a appelé les lycéens à bloquer justement pour protester contre les bavures policières, mais pas seulement pour ça. Donc bien sûr c'est en résonance avec l'affaire Théo, où il y a eu notamment aussi François Hollande qui tient pas sa promesse de faire des récépissés pour éviter les contrôles aux faciès. Voilà ça, tout ça c'est un tout qui fait qu'il y a un ras-le-bol des lycéens et qu'il faut qu'on se manifeste. Un ras-le-bol qui s'exprime pour certains de ces jeunes à travers des blocus réguliers aux abords de l'établissement. Parmi ces étudiants, beaucoup ressentent une véritable hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre. Je ne suis pas victime des violences racistes, ça ne m'empêche pas de protester contre. Je ne suis pas victime directement des violences policières et ça ne m'empêche pas de protester contre. Donc, mon rapport à la police en tant que personne n'est pas vraiment existant, mais en tant que mes opinions sur la police sont clairement défavorables. On peut dire que je considère l'institution, et pas tous les policiers, parce que je le précise parce que c'est important, l'institution comme une adversaire. Une rancœur vis-à-vis de la police qui s'est manifestée par quelques débordements cet après-midi, place de la Nation à Paris, lors du rassemblement d'une centaine d'étudiants. Un nouveau membre du gouvernement Trump accusé de contacts rapprochés avec la Russie, Jeff Sessions, ministre de la Justice, aurait rencontré à 2 reprises l'ambassadeur de Russie aux États-Unis pendant la campagne présidentielle. Des rencontres dissimulées lors de la traditionnelle audition au Sénat, des rencontres qui se sont déroulées au moment des cyberattaques présumées russes. Les démocrates ont demandé sa démission. Et on reste aux États-Unis. Décidément, Donald Trump souhaite faire table rase du passé. Après les décrets anti-immigration et le projet d'oléoduc Keystone qu'il tente de relancer, mardi dernier, juste avant de faire son premier discours devant le Congrès, Trump relance le débat sur le port d'armes. Détail avec Atis Baran. Triomphant face au Congrès, le président vient de signer en coulisses la révocation de la loi restreignant le port d'armes pour les déficients mentaux. Le retrait de cette loi a été voté par le Sénat lors des débats. Les républicains ont avancé des raisons défiant toute logique. Repealing this regulation will merely ensure that disabled citizens' Second Amendment rights are in fact protected. Those rights will no longer be able to be revoked without a hearing and without due process. Barack Obama avait en effet durci la législation sans passer par le Sénat, ému par la tuerie dans une école de Newton en 2012. Le responsable était un jeune homme souffrant du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Alors pour prévenir ce genre de drame, les démocrates ont tenté de faire barrage. It's not about Democrats, it's not about Republicans, it's about common sense. The common sense position today for background checks, a focus on mental health, and most importantly, common sense is to oppose the resolution, and I yield the floor. Peine perdue car le puissant lobby pro-armes, la NRA, a fortement pesé dans la balance avec plus de 5 millions de membres. L'association de protection des droits civiques s'appuie sur une interprétation non restrictive du 2e amendement de la Constitution qui autorise chaque citoyen américain à détenir une arme. Mercredi, un premier procès des 300 putschistes s'est ouvert à Ankara et se poursuivra tout le mois de mars. Accusés d'avoir participé au coup d'État raté en Turquie, ils encourent pour certains une centaine d'années de prison. Appartenant pour la plupart à une école d'officiers, ils sont poursuivis pour assassinat, tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et appartenance à une organisation terroriste. Une dizaine de procès vont se dérouler dans les prochaines semaines pour juger les 1200 accusés.
Des élections sous tension en Irlande du Nord dans un contexte de Brexit. Les Irlandais élisent aujourd'hui un nouveau gouvernement, 10 mois après un premier scrutin. Ces élections ont été organisées en catastrophe après l'implosion de la coalition au pouvoir, en cause des accusations de corruption et un profond désaccord sur le Brexit. Le parti Sinn Féin souhaite utiliser le vote contre le Brexit pour obtenir un référendum sur la réunification de l'île. Il reste 3 semaines aux deux partis pour s'accorder en cas de réélection. Hier soir, il y avait du football avec les 8e de finale de la Coupe de France. Monaco s'est qualifié pour les quarts en éliminant Marseille 4-3. Le PSG a battu Niort 2-0 et le petit club amateur Fréjus Saint-Raphaël s'est imposé face à l'AJ Auxerre. Les quarts de finale, c'est le 4 avril. Le PSG se déplacera à Avranches. Un duel entre clubs de Ligue 1 Angers-Bordeaux. L'adversaire de Monaco sera connu ce soir à l'issue du match Bergerac-Lille. Et les studios Disney font un pas vers la communauté LGBT et intègrent un personnage ouvertement gay dans leur prochain film. Wen Pei Zhang nous explique. Stop! Cette fois, le monde Disney ne se limite pas à une princesse et un prince. Avec la sortie de La Belle et la Bête, pour la première fois, un personnage gay apparaîtra dans un Disney. Un garçon va être attiré par l'autre. Un beau moment gay pour la première fois dans un Disney, a dit le réalisateur du film Bill Cotton dans le magazine Attitude. Et ce questionnement concernant le faux, joué par Josh Gad, qui éprouvait des sentiments entre amitié, admiration et amour. Pour son ami Gaston, l'un des personnages principaux du film, joué par Luc Evans. Mais si, le mec qui tente de séduire Belle et qui veut emprocher la bête. En effet, il y avait bien eu des rumeurs sur un couple lesbien dans le monde doré ou sur des personnages de la Reine des Neiges. Mais cette fois, ce sera explicite. Deux personnages du même sexe vont être en plein doute concernant leur sexualité. Et ce nouveau film Disney va arriver 22 mars. Et on ferme ce journal avec la page Campus. Cette semaine ont lieu les concours d'entrée à la PSB, Paris School of Business. Nawel Béouche et Wen Pei Zhang étaient dans les coulisses. Aujourd'hui, au sein du Campus Cluster, c'est le 2e jour des concours pour la Paris Business School. Cette année, 3000 candidats vont passer les concours. Au programme des épreuves écrites, comme l'explique Michel Gorayeb, candidat pour la PSB. Aujourd'hui, je viens passer le concours Link pour pouvoir intégrer l'école de commerce. Donc il y a 3 épreuves écrites et un oral. La deuxième épreuve, c'est un test d'anglais et l'autre épreuve, c'est une option au choix, donc soit économie, mathématiques ou LV2. Et l'oral, c'est en 2 parties. Il y a un entretien individuel et un entretien de groupe. Des candidats encadrés par des étudiants de la PSB qui ont eux aussi passé les concours. Alors aujourd'hui, j'encadre les concours Link pour les nouveaux étudiants et je vais leur donner des conseils, on va discuter et je vais les aider à un peu se relaxer avant leurs oraux. Il faut surtout ne pas vouloir chercher à être quelqu'un d'autre, il faut être honnête et tout simplement ne pas stresser et être soi-même. L'école propose un cursus anglophone avec 15 spécialisations en master. Les concours sont ouverts jusqu'en septembre, alors on souhaite bonne chance à tous les candidats. C'était le journal du Cluster News. La rédaction vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée.